Salut, tu es sur Des Rives Douces. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que tu ressens probablement souvent, sans vraiment la nommer. Cette pression sourde d'avoir à être au top, en forme, efficace, disponible. Et je vais explorer pourquoi cette pression est si difficile à voir, précisément parce qu'elle est partout. Ce n'est pas un épisode pour te donner des outils ou des techniques. C'est un épisode pour regarder en face quelque chose qu'on évite en général assez soigneusement. Avant qu'on commence, écris en commentaire quelle heure il est chez toi ou comment s'est passée ta journée. Les personnes qui laissent des commentaires ici ont quelque chose de particulier, une façon d'aller au fond des choses que je trouve rare, et je lis vraiment ce que tu écris. Si le projet Des Rives Douces te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Voilà ce qui est étrange avec l'injonction à la performance. Elle n'a pas de visage. Elle ne s'annonce pas. Elle ne frappe pas à la porte en disant « Je suis là, je vais t'épuiser ». Elle fonctionne autrement, par infiltration, par accoutumance, par la répétition silencieuse de 1000 petits signaux qui finissent par former quelque chose qui ressemble à une vérité. Et une fois qu'une chose ressemble à une vérité, on arrête de la questionner. On se met simplement à vivre dedans. Pense à une journée ordinaire. Pas une journée de crise, pas un lundi catastrophique. Juste une journée normale, légèrement en dessous de ce que tu espérais d'elle. Tu t'es senti lent, peut-être, moins concentré que d'habitude, moins motivé. Et à un moment, sans même t'en rendre compte, quelque chose en toi a produit un jugement. Pas un jugement violent, pas une condamnation, juste un murmure un peu froid. Quelque chose du genre « tu aurais pu faire mieux » ou pire encore « tu n'es pas à ton niveau ». Comme s'il existait un niveau fixe, un standard objectif auquel tu devrais correspondre en permanence, et que s'en éloigner même d'un cran revenait à manquer quelque chose d'essentiel. Ce murmure, d'où vient-il ? On l'attribue facilement à soi-même, à une forme d'exigence personnelle, à une ambition intérieure. Mais l'exigence personnelle ne naît pas dans le vide. Elle se forme dans un milieu, par accumulation, par imitation, par absorption de ce que les autres autour de soi semblent valoriser. Et ce que les autres semblent valoriser, d'une façon ou d'une autre, depuis très longtemps, c'est la performance, la régularité, la capacité à produire, à paraître solide, à avancer sans trembler. Ce que cette logique produit, au fond, c'est une question qui ne se pose jamais explicitement, mais qui structure énormément de choses en silence. La question de ce que tu as le droit d'être quand tu n'es pas au top. Pas ce que tu devrais faire pour y revenir, pas comment tu pourrais te remotiver ou te ressourcer, mais ce que tu es autorisé à être, là, dans cet état, sans programme de récupération et sans intention de remonter dans les prochaines heures. C'est une question inconfortable. Et le fait qu'elle soit inconfortable dit déjà quelque chose d'important. Parce que l'inconfort ici ne vient pas de la faiblesse elle-même. Il vient de l'idée que la faiblesse demande une justification, qu'elle doit être temporaire pour être tolérée, qu'elle doit avoir une cause identifiable, une durée prévisible, une trajectoire de résolution. Sinon, elle devient suspecte. Suspecte de quoi exactement ? De ne pas vouloir assez, de se laisser aller, de n'être pas à la hauteur d'une vie bien menée. La philosophie, et j'utilise ce mot dans son sens le plus concret, comme une façon de penser ce qui résiste à être pensé, a beaucoup travaillé cette question.
pas sous ce nom précis, rarement en ces termes, mais le problème qu'elle pose est ancien. Qu'est-ce qu'une existence humaine digne de ce nom? Et surtout, est-ce que la réponse à cette question exige une certaine forme de force, de maîtrise, de constance? Ou est-ce que la dignité d'une existence peut aussi passer par ses creux, ses silences, ces moments sans élan? Ce qui va s'explorer ici, c'est la structure de cette pression. Pas ses symptômes, pas ses solutions. Sa structure. Comment elle se construit, comment elle se maintient, comment elle colonise des espaces qu'on ne soupçonnait pas. Et quelque part dans ce parcours, il y a une question qui ne se résoudra pas proprement, mais qui mérite d'être posée jusqu'au bout. Si tu n'as pas besoin d'être au top, qu'est-ce que ça change, concrètement, à la façon dont tu existes? La réponse n'est pas simple. Et le fait qu'elle ne soit pas simple est justement l'endroit d'où tout part. Le standard du top a une caractéristique que l'on remarque rarement parce qu'on est trop occupé à courir vers lui. Il se déplace. Pas de façon dramatique, pas d'un coup, millimètre par millimètre, cran par cran, d'une façon si régulière qu'elle donne l'illusion de la stabilité. Tu atteins quelque chose et presque aussitôt, ce quelque chose cesse d'être le sommet. Il devient le plancher. Et le regard se relève vers ce qui est maintenant un peu plus haut. Ce mouvement n'est pas une anomalie psychologique propre à quelques personnalités ambitieuses. C'est une propriété du standard lui-même. Le standard de la performance ne peut pas être fixe. Fixe, il serait atteignable une fois pour toutes, et une fois atteint, il perdrait sa fonction. Sa fonction, c'est précisément de maintenir une distance entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Supprime la distance, supprime la pression. Or, la pression, dans cette logique, est perçue comme ce qui te fait avancer. Sans elle, que resterait-il? Voilà ce que le standard ne dit jamais explicitement. Il prétend décrire une réalité, ce que tu devrais être capable de produire, de ressentir, d'accomplir, alors qu'il construit activement cette réalité. La différence entre décrire et construire est radicale. Une description peut être vraie ou fausse. Une construction, elle, n'a pas de valeur de vérité. Elle a une valeur d'effet. Et l'effet du standard mobile, c'est que tu n'es jamais là où il faudrait être, structurellement, par définition. Ça mérite une seconde de s'y arrêter. Parce que si c'est vrai, si le standard se déplace toujours un cran au-dessus de ta position actuelle, alors le sentiment de ne pas être au top n'est pas le signe que quelque chose cloche chez toi. C'est le signe que le standard fonctionne correctement. Il produit exactement ce qu'il est censé produire. Et toi, tu l'interprètes comme une information sur toi-même. Cette confusion entre le fonctionnement d'une norme et une information personnelle est la plus ordinaire qui soit. On la fait tous les jours, dans des domaines très différents. Un chiffre de productivité monte et l'objectif monte avec lui. Un corps change et le corps idéal change aussi dans la même direction. Un niveau professionnel progresse et l'horizon se recule proportionnellement.
La distance reste constante. Le sentiment d'insuffisance reste constant. L'état de ne pas être au top reste constant, non pas parce que tu stagnes, mais parce que c'est la forme même de la norme. Ce que cela révèle sur la nature du top, c'est que le mot ne désigne pas un état, il désigne une relation entre ta position et une position de référence qui ne se fixe jamais. Et une relation ne peut pas être atteinte, elle peut seulement être vécue, maintenue ou abandonnée. Mais abandonner la relation avec le standard, ce n'est pas une décision qu'on prend le matin comme on décide de prendre un autre chemin pour aller travailler. C'est une rupture avec quelque chose qui ressemble à une orientation fondamentale, à une façon d'avoir un sens à ce qu'on fait. Ce que la philosophie appelle parfois la téléologie, l'idée que les actions ont un sens parce qu'elles tendent vers quelque chose, est profondément à l'œuvre ici. Se maintenir au top, progresser vers le top, revenir au top après en être descendu, tout cela donne une direction à l'existence. Et une existence sans direction, dans beaucoup de traditions de pensée, est une existence qui inquiète. L'ennui profond, la désorientation, le sentiment de vide, ils surgissent souvent là où la direction s'efface. Alors la norme mobile a aussi cette fonction-là, moins avouée. Elle te fournit une orientation permanente. En échange, elle te fournit une insatisfaction permanente. Les deux viennent ensemble. Ce que ça signifie concrètement, c'est que le problème n'est pas l'ambition, ni même le travail, ni même l'exigence envers soi. Ce sont des forces réelles qui produisent des choses réelles. Le problème est dans la mécanique du standard, dans le fait qu'il se reconfigure après chaque progression pour maintenir la distance intacte. Et cette mécanique-là, elle est extérieure autant qu'intérieure. Elle vient de milieux, d'institutions, de codes implicites que tu as absorbés avant même de pouvoir les examiner. Elle n'attend pas ta permission pour fonctionner. C'est peut-être ici que quelque chose se complique. Parce que si le standard est construit, collectivement, historiquement, culturellement, alors il n'est pas inévitable. Il pourrait théoriquement être différent. Et pourtant, savoir qu'il est construit ne suffit pas à le déconstruire. La connaissance d'une origine ne dissout pas une structure. Tu peux savoir très précisément d'où vient ta façon de te juger insuffisant, avoir lu tout ce qu'il y a à lire sur la construction sociale de la performance, et sentir tout de même ce murmure froid le soir après une journée en dessous de ce que tu espérais d'elle. Le savoir ne coupe pas les faits. Et là, quelque chose reste ouvert. Si le standard est arbitraire, si sa mobilité est sa définition même, si le top ne désigne pas un état mais une relation toujours décalée, alors le droit d'être faible ne peut pas consister à simplement décider que le standard ne s'applique plus. Ce serait trop propre. Ce serait résoudre par la volonté ce qui s'est construit par une exposition répétée sur des années. La question qui reste, et qui ne se referme pas facilement, est de savoir ce qu'on fait avec un standard qu'on reconnaît comme fictif, mais qu'on continue de ressentir comme réel. Il y a une phrase que la plupart des gens prononcent plusieurs fois par jour sans s'y arrêter une seconde. Une phrase si courte, si automatique, qu'elle ne ressemble plus vraiment à une phrase, plutôt à un tic, un geste vocal, quelque chose qui sort avant même que la pensée se soit formée. 3 mots. Je vais bien. La question qui déclenche cette phrase varie. Quelqu'un te croise dans un couloir. Un collègue t'envoie un message. Un ami te demande comment ça se passe en ce moment. Et presque sans délai,
Avant même d'avoir vérifié intérieurement si c'est vrai, la réponse arrive. Je vais bien. Ou sa variante un peu plus élaborée, ça va, merci. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la politesse de la chose. La politesse existe, elle a ses fonctions, elle lubrifie les relations ordinaires. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les cas où ce n'est pas vrai, et où la phrase sort quand même, avec la même fluidité, la même absence de friction. Quand tu es épuisé, mais tu dis « ça va ». Quand quelque chose s'est mal passé, mais tu dis « ça va ». Quand tu te sens dans un creux, pas dramatique, pas une crise, juste un creux, et tu dis « ça va ». Ce mécanisme s'installe tôt. Un enfant qui pleure à l'école et qui apprend vite que pleurer dérange, que ça attire un regard qui n'est pas toujours bienveillant, que ça génère une gêne autour de soi, cet enfant apprend à lisser la surface. Pas par calcul, pas par mensonge conscient, par adaptation. Il perçoit que l'expression de l'état intérieur réel a un coût social et que le coût de le dissimuler est nettement plus bas, du moins à court terme. Ce calcul ne se fait pas en termes explicites, il se fait par sensation répétée. Et la répétition suffit à le solidifier. Ce que produit cette solidification, c'est quelque chose de plus radical qu'une habitude. C'est une dissociation ordinaire. Le mot « dissociation » peut sembler clinique, lourd, réservé à des situations extrêmes. Mais il désigne quelque chose de très quotidien. Le fait que la représentation que tu donnes de ton état et l'état lui-même cesse de correspondre, et que cette non-correspondance cesse d'être perçue comme un problème. Tu deviens capable de dire « ça va » sans ressentir d'inconfort, non pas parce que ça va vraiment, mais parce que le canal entre l'intérieur et la parole s'est progressivement obturé. Ce canal ne se rouvre pas sur décision. C'est là que la résistance du mécanisme réside. Tu peux te dire que dorénavant tu vas répondre honnêtement quand quelqu'un te demande comment tu vas. Et peut-être que tu essaies. Et peut-être que la prochaine fois, la phrase automatique sort quand même, parce qu'elle est stockée à un niveau d'automatisme plus profond que l'intention consciente. La décision se forme dans un registre. La réponse sort d'un autre. Ce qui complique encore les choses, c'est que le « je vais bien » automatique remplit vraiment quelque chose. Il maintient une surface lisse dans des interactions qui ne peuvent pas toujours accueillir une réponse honnête. Tout le monde n'est pas en mesure, ni en disposition, de recevoir ce que tu vis vraiment. Certains contextes ne s'y prêtent pas, certaines relations non plus. Alors la phrase fait office de filtre. Elle protège à la fois l'interlocuteur d'une information qu'il n'a pas demandé à absorber et toi d'une exposition qui pourrait mal tourner. Ce filtre a une utilité réelle. Le problème n'est pas son existence. Le problème est quand il devient la seule option disponible, même dans les espaces où l'honnêteté serait possible et utile. Parce qu'à ce stade, la phrase cesse d'être un choix. Elle est devenue une réflexe. Et un réflexe ne se déclenche pas selon les circonstances, il se déclenche selon le stimulus. La question « comment tu vas ?» est le stimulus. La réponse sort sans évaluation préalable de la situation, sans vérification si l'autre pourrait recevoir quelque chose de plus vrai, sans considération du fait que, cette fois, tu pourrais peut-être dire autre chose. Ce que ce réflexe coûte, il le coûte de façon invisible. La faiblesse niée verbalement ne disparaît pas. Elle reste là, quelque part dans le corps, dans la fatigue, dans cette légère irritabilité en fin de journée qui n'a pas l'air d'avoir de cause précise. Elle continue d'exister, mais sans être nommée, sans être reconnue même intérieurement, elle n'a nulle part où aller. Elle circule,
Et cette circulation-là, sur le long terme, a un poids. Ce qu'on sous-estime systématiquement, c'est l'énergie que ça prend de maintenir la surface lisse en permanence. Ce n'est pas une dépense nulle. Tenir un masque demande quelque chose, pas forcément de façon consciente, mais quelque chose est mobilisé pour maintenir la cohérence entre la représentation donnée et le fait qu'elle ne correspond pas à l'état réel. Cette dépense s'accumule, et elle s'accumule silencieusement, sans jamais apparaître dans la comptabilité de ce qui t'a fatigué. Ce principe a une portée qui dépasse la petite phrase du couloir. Il dit quelque chose sur la façon dont le droit à la faiblesse est conditionné, non pas par une règle explicite, non pas par une interdiction clairement formulée quelque part, mais par la mécanique des interactions ordinaires. Par le fait que l'aveu d'un état en dessous du top génère une gêne, une inquiétude, parfois une tentative de résolution immédiate de la part de l'autre, qui elle-même te met en position de devoir gérer la réaction à ton propre état, et que tout cela, ensemble, rend la phrase automatique économiquement rentable à court terme. Mais il y a une limite à ce principe. Le mécanisme tient tant que le coût à long terme reste invisible, tant que la fatigue accumulée n'a pas de nom, tant que l'état intérieur continue de circuler sans être reconnu, le système se maintient. La limite arrive quand quelque chose rend le coût visible. Un moment de saturation, une relation dans laquelle l'honnêteté devient soudainement possible, une période d'arrêt qui force un contact avec ce qui s'était accumulé. Et à ce moment-là, ce qui remonte n'est souvent pas seulement l'état présent, c'est tout ce qui n'a pas été nommé pendant longtemps. Tout ce qui a circulé sans trouver de lieu. Ce que ça signifie, c'est que la question n'est pas comment arrêter de dire « je vais bien » quand ce n'est pas vrai. Cette question est trop étroite, trop comportementale. La question plus profonde est ce qui rend possible, dans certains espaces et pas dans d'autres, une autre façon d'exister avec son propre état. Et cette question-là touche à quelque chose que la simple décision ne peut pas résoudre. Parce que ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de structure. La distinction existe, elle est réelle, précise, et presque personne ne la formule clairement. Ne pas être au top et s'effondrer sont deux états différents. Pas légèrement différents, radicalement différents. L'un désigne une variation ordinaire du fonctionnement humain, une journée à vide, une semaine où l'énergie est basse, un moment où les ressources ne correspondent pas à ce qu'on voudrait produire. L'autre désigne quelque chose de structurel, une perte de capacité à fonctionner qui dépasse largement la fatigue ou le creux passager. Ces deux réalités n'ont pas grand-chose en commun. Pourtant, dans l'expérience intérieure, elles sont souvent traitées comme si elles relevaient du même registre. Et cette confusion-là, cette incapacité à distinguer les deux, est peut-être l'une des sources les plus silencieuses et les plus constantes de la honte liée à la faiblesse ordinaire. Voici la question que ça pose réellement. Pourquoi est-ce qu'on confond les deux ? Pas parce qu'on est irrationnel ou peu lucide. La confusion vient d'un endroit plus profond. Elle vient du fait que, dans la logique de la performance permanente, toute déviation vers le bas est traitée comme une pente, pas comme un palier, pas comme un état temporaire situé entre deux états fonctionnels normaux, mais comme un glissement dont on ne sait pas où il s'arrête. Quand le seul axe de référence que tu possèdes est la verticalité, soit tu montes, soit tu descends, alors chaque descente est vécue comme potentiellement illimitée. Et une descente potentiellement illimitée, ça ressemble à un effondrement.
même si objectivement, tu es simplement en train de traverser un mercredi difficile. Ce glissement de perception a une conséquence directe. La honte s'active. Pas parce que tu as échoué à quelque chose de concret, pas parce qu'il y a eu une faute identifiable ou une décision regrettable, mais parce que tu as dévié de la norme, et que la norme, dans ta représentation intérieure, ne tolère aucune déviation sans que ça soit le signe d'une insuffisance fondamentale. La honte de ne pas être au top ne se rapporte pas à un acte précis. Elle se rapporte à un état. Et c'est là qu'elle est particulièrement difficile à traiter. Parce qu'on peut se défendre d'une accusation portant sur un acte, mais se défendre d'un état, ça n'a pas de sens. L'état est là. La honte le prend pour preuve de quelque chose. Ce qu'on sous-estime presque systématiquement, c'est l'énergie que cette honte consomme. La faiblesse ordinaire, le creux, la fatigue, l'énergie basse, a un coût en soi. Ce coût est réel, mais il est temporaire et proportionné. La honte, associée à cette faiblesse, elle, a un coût additionnel. Elle prend ce qui était un état passager et en fait un objet d'attention, de surveillance, de jugement intérieur permanent. Elle transforme une journée difficile en un problème d'identité. Et traiter un problème d'identité mobilise des ressources autrement plus lourdes que de simplement traverser une journée difficile. C'est un paradoxe brutal. L'effort de ne pas sembler faible finit par coûter plus que la faiblesse elle-même. Et pourtant, quelque chose dans ce mécanisme résiste à une explication purement rationnelle. Tu peux comprendre tout ce que je viens de formuler, l'accepter intellectuellement, te dire que oui, la confusion entre les deux états est réelle et que la honte est disproportionnée, et ressentir la honte quand même. La compréhension ne coupe pas le mécanisme. C'est là que la tension devient vraiment intéressante. Parce que si l'enjeu était purement cognitif, une bonne explication suffirait. Mais ce n'est pas un problème cognitif, c'est un problème de ce qu'on pourrait appeler la grammaire intérieure. La façon dont tu organises le sens de ce que tu vis à l'intérieur, selon des règles qui se sont constituées avant que tu puisses les examiner. Cette grammaire a une caractéristique importante. Elle ne fait pas de place à la neutralité. Un état est soit valorisé, soit problématique, soit signe de progression, soit signe de régression. La catégorie du simplement neutre, l'état dans lequel tu n'es ni en train de t'effondrer, ni en train d'être au top, mais simplement en train de traverser une période quelconque d'existence humaine ordinaire, cette catégorie n'a pas de représentation dans la grammaire de la performance. Elle n'existe pas comme option. Et ce qui n'a pas de représentation ne peut pas être identifié clairement. Alors, à chaque fois que tu te trouves dans cet espace neutre, ta grammaire intérieure le classe dans la catégorie la plus proche disponible. Et la catégorie la plus proche de « pas au top », c'est en train de descendre. Ce que ça signifie pour toi concrètement, c'est que l'absence d'une catégorie mentale n'est pas un problème abstrait. C'est quelque chose qui agit sur ta façon de te percevoir en temps réel, dans les moments précis où tu aurais le plus besoin d'une lecture précise de ce que tu traverses. Quand tu es épuisé après 3 semaines de travail intense, la question utile serait de savoir si tu traverses une fatigue normale qui nécessite du repos ou si tu es dans quelque chose de structurel qui demande autre chose.
Mais si ta grammaire intérieure ne distingue pas ces deux états, la réponse par défaut est toujours la même. Et la réponse par défaut est souvent force davantage, compense, revient au niveau d'avant. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'une fatigue ordinaire demande. La résolution partielle de cette tension n'est pas une décision. Elle n'est pas non plus une technique. Elle ressemble davantage à un apprentissage lent d'une lecture plus fine. Apprendre à poser, dans les moments de creux, une question différente. Pas « pourquoi je m'effondre », mais « qu'est-ce que je traverse exactement ?» Ces deux formulations ne semblent pas si éloignées à première lecture, mais elles structurent deux façons radicalement différentes d'habiter l'état. La première présuppose l'effondrement et cherche une cause. La seconde reste ouverte à la possibilité que ce soit quelque chose de moins dramatique, de plus ordinaire, de plus traversable. Cet apprentissage est possible. Il est aussi instable. Il se perd dans les périodes de surcharge, quand la distance réflexive devient plus difficile à maintenir. Il se perd dans les environnements qui ne laissent pas de place à la nuance, où le seul signal reconnu est soit la pleine performance, soit le problème à résoudre. Et il se perd précisément quand on en aurait le plus besoin. Parce que c'est dans les moments de fragilité que la grammaire de la performance reprend le dessus le plus vite. Ce qui reste ouvert, c'est la question du coût de cette confusion dans la durée. Si tu passes des années à traiter chaque creux ordinaire comme une pente potentiellement sans fond, à mobiliser de la honte, là où il suffirait de reconnaître une fatigue, à dépenser en surveillance de soi une énergie qui aurait pu aller ailleurs, ce coût-là ne s'annule pas. Il s'accumule, discrètement, dans une comptabilité que personne n'additionne jamais vraiment. Et ça soulève quelque chose que la distinction entre faiblesse et effondrement ne suffit pas à résoudre à elle seule. Parce que même si tu apprends à distinguer les deux états, il reste la question de ce qui t'a appris à les confondre. Ce qui a fabriqué cette grammaire-là, avant que tu aies les outils pour en voir la mécanique. Ce qui a fabriqué cette grammaire, c'est quelque chose qui s'est passé bien avant que tu aies la possibilité de l'observer. Pas dans un moment précis, pas lors d'un événement particulier qu'on pourrait dater et analyser, mais progressivement, par accumulation, dans la mécanique répétée de ce qui était valorisé et de ce qui ne l'était pas. L'hypothèse la plus courante sur ce sujet est que les enfants apprennent leur valeur par ce qu'ils font, qu'ils intègrent un lien entre action et reconnaissance. C'est vrai, mais c'est encore trop général pour être utile. La précision nécessaire se situe ailleurs. Ce qui se transmet, ce n'est pas seulement le lien entre effort et récompense, c'est quelque chose de plus subtil et de plus durable. C'est l'idée que la valeur de la personne et le rendement de la personne forment un seul bloc, que ce qu'on vaut et ce qu'on produit sont la même chose, mesurés sur la même échelle, comparables, substituables. Quand un enfant est loué presque exclusivement pour ses performances, ses notes, ses résultats sportifs, sa rapidité, sa compréhension, ses succès visibles, il apprend quelque chose de très précis.
Il apprend que ce qui attire l'attention positive de l'adulte, c'est le résultat. Pas lui en train d'essayer, pas lui en train de se tromper et de recommencer, pas lui simplement là, dans un état ordinaire, sans production particulière. Le résultat. Et cette logique, répétée des milliers de fois à travers des micro-interactions quotidiennes, finit par structurer non pas seulement sa relation aux adultes autour de lui, mais sa relation à lui-même. Ce qui se construit là, c'est une équation intérieure. Valeur égale rendement. Et cette équation survit à l'enfance avec une résistance remarquable. Elle survit aux lectures, aux thérapies légères, aux conversations sur l'estime de soi, aux week-ends de développement personnel. Elle survit parce qu'elle n'est pas logée dans les convictions explicites, dans ce qu'on croit consciemment, dans ce qu'on serait capable d'articuler si on nous demandait notre avis sur la valeur humaine. Elle est logée dans les réflexes, dans la façon dont quelque chose se contracte intérieurement quand une journée est improductive, dans le léger malaise qui accompagne un repos non mérité, un dimanche après-midi sans rien à montrer en fin de journée, pas de fatigue particulière, pas d'excuses valables, juste un temps passé à ne pas produire. Et quelque chose dans ce temps-là ne passe pas tout à fait bien. Pas de façon dramatique, mais il y a une gêne diffuse, une légère sensation d'avoir raté quelque chose, même quand objectivement rien n'était prévu. Cette gêne-là, c'est l'équation qui parle. Elle dit que le temps sans rendement est un temps problématique. Qu'être là sans produire est une position difficile à occuper sereinement. Ce mécanisme ne se manifeste pas seulement dans les moments de repos. Il se manifeste surtout dans les moments de faiblesse. Parce que la faiblesse, le creux, l'énergie basse, la capacité temporaire à fonctionner à plein régime est précisément l'état dans lequel le rendement diminue. Et si le rendement est la mesure de la valeur, alors la faiblesse est une diminution de la valeur. Pas seulement un état passager à traverser, une preuve de quelque chose, une information sur ce qu'on est, pas seulement sur ce qu'on fait en ce moment. C'est là que la complication devient vraiment importante. Parce que si la faiblesse est vécue comme une information sur l'identité, alors la traversée ne suffit pas. Il faut aussi la gérer comme une menace, la dissimuler, la corriger rapidement, s'en sortir de façon à minimiser ce qu'elle révèle. Et cette gestion-là consomme quelque chose, au moment précis où les ressources sont déjà basses. L'état de faiblesse génère une réponse intérieure qui aggrave l'état de faiblesse. Ce n'est pas un cercle vicieux au sens vague du terme. C'est un mécanisme précis, avec une direction et une logique interne. Ce que cette logique empêche, c'est quelque chose de très simple en apparence et très difficile en pratique. Elle empêche de traverser un état de faiblesse ordinaire pour ce qu'il est, un état passager, sans signification particulière sur ce qu'on vaut. Elle transforme chaque creux en question ouverte sur soi. Et une question ouverte sur soi dans un moment de faiblesse, c'est rarement un moment de lucidité. C'est plutôt un moment où les réponses disponibles sont colorées par l'état lui-même, donc tendanciellement négatives, tendanciellement confirmatrices de l'équation.
Ce que la psychologie du développement a documenté sur ce sujet, sans que ce soit toujours traduit dans le langage courant, c'est que la louange conditionnelle produit ce qu'on appelle une orientation vers la performance plutôt qu'une orientation vers l'apprentissage. Dans une orientation vers la performance, l'objectif est de démontrer sa compétence. Dans une orientation vers l'apprentissage, l'objectif est de développer sa compétence. Ces deux orientations ne produisent pas les mêmes comportements face à l'échec ou à la difficulté. L'orientation vers la performance génère de l'évitement. On ne s'expose pas à ce dans quoi on risque d'échouer parce que l'échec menace l'image. L'orientation vers l'apprentissage génère de la persistance. L'échec est une donnée utile, pas une menace identitaire. Ce qui complique encore les choses, c'est que ces orientations ne sont pas des traits fixes. Elles varient selon les domaines, selon les contextes, selon ce qui est en jeu. Quelqu'un peut avoir une orientation vers l'apprentissage dans sa pratique artistique et une orientation vers la performance dans son travail ou dans ses relations. Ce qui veut dire que l'équation valeur-rendement ne s'applique pas de façon uniforme. Elle est localisée, conditionnelle, activée par certains déclencheurs et pas par d'autres. Ce qui rend sa détection plus difficile, parce qu'elle ne se manifeste pas partout et toujours, mais dans des endroits précis et à des moments précis. Et c'est là que ce principe touche à quelque chose qui n'est pas résolu par la seule compréhension de son origine. Savoir que l'équation vient de l'enfance, savoir qu'elle a été construite par des interactions répétées, savoir qu'elle n'est pas une vérité sur soi, mais une grammaire apprise. Tout cela est utile. Et pourtant, ça ne suffit pas à défaire l'équation dans les moments où elle s'active. Parce que les moments où elle s'active sont précisément les moments de faiblesse, où la distance réflexive est la plus faible. Elle revient exactement là où on en aurait le plus besoin qu'elle soit absente. Et ça pose une question qui dépasse la seule logique de l'apprentissage individuel. Une question sur ce que les contextes autour de toi permettent ou ne permettent pas de faire avec cet héritage-là. Il y a quelque chose de particulier dans ce qui est arrivé à la vulnérabilité ces dernières années. Elle est devenue visible, audible. Elle circule dans des conférences, dans des livres traduits en 30 langues, dans des publications soignées où quelqu'un raconte, avec un soin manifeste dans le choix des mots, sa propre fragilité. Et à première vue, ça ressemble à un progrès. Si la faiblesse est moins honteuse, si l'aveu est moins risqué, si les gens parlent davantage de ce qu'ils traversent réellement, c'est une bonne chose, non? Le paradoxe s'installe exactement là. Quand la vulnérabilité devient un format, elle cesse d'être ce qu'elle était censée être. Elle cesse d'être un état qu'on traversait en silence, avec maladresse, sans garantie d'être reçu. Elle devient quelque chose qu'on produit, quelque chose qu'on présente, quelque chose qui a ses propres codes, un niveau de maîtrise attendu dans l'expression, une structure narrative reconnaissable, un degré calibré entre l'exposition et la retenue. La vulnérabilité performée garde la forme de la faiblesse, tout en effaçant le fond. Elle ressemble à une faiblesse admise, mais elle est structurée comme une démonstration de force. La force de quelqu'un qui sait comment raconter sa fragilité. Ce n'est pas un reproche adressé à ceux qui parlent de leur fragilité en public. La chose est plus intéressante que ça et moins confortable. Ce qui se passe, c'est que la culture a trouvé un moyen de récupérer l'aveu de faiblesse et d'en faire une nouvelle compétence valorisée. La faiblesse, pour être socialement acceptable,
doit maintenant être présenté avec éloquence, dans un arc narratif qui va du creux à quelque chose, pas nécessairement une résolution, mais au moins une formulation qui sonne juste. Une faiblesse bien racontée est une faiblesse qui se justifie, qui produit quelque chose, qui rend service. Et une faiblesse qui rend service n'est plus tout à fait une faiblesse. Ce paradoxe a été nommé, de façon directe et rigoureuse, dans le travail de Brené Brown, chercheuse en sciences sociales dont les travaux sur la honte et la vulnérabilité ont structuré une grande part du discours contemporain sur le sujet. Ce qu'elle a mis en évidence, et ce que ses travaux ont ensuite subi en retour, illustre précisément la tension. Elle a montré que la vulnérabilité est une condition de la connexion humaine authentique, ce qui est juste. Mais ce travail a été absorbé par une culture de la performance qui en a fait autre chose. Une technique d'influence, un outil de personal branding, une façon de se montrer authentique de manière stratégique. La pensée a été récupérée par ce contre quoi elle alertait. Ce que ça produit concrètement, c'est une pression d'un type nouveau. Avant, la pression était de ne pas montrer sa faiblesse. Maintenant, il y a une pression supplémentaire. Si tu montres ta faiblesse, montre-la bien. Montre-la de façon recevable, dans le bon registre, avec la bonne dose de pudeur et d'ouverture, de façon à ce que cela serve quelque chose. Une conversation, une connexion, une leçon à tirer. La faiblesse brute, non racontée, non formatée, non productive, cette faiblesse-là reste aussi difficile à montrer qu'avant. Peut-être davantage parce qu'elle contraste avec la norme de la vulnérabilité réussie. Et tu arrives à quelque chose de presque absurde. La faiblesse authentique, celle qui n'a pas encore de récit, qui n'est pas encore traversée, qui ne sait pas où elle mène, cette faiblesse-là ne correspond pas au format attendu de la vulnérabilité. Elle est trop brouillonne, trop sans conclusion, trop inconfortable pour ceux qui l'écoutent parce qu'elle n'offre pas de leçon, pas de résolution, pas de sens. Alors elle reste tue, ou elle est mise en attente jusqu'au moment où elle pourra être racontée proprement. Et dans cet intervalle, pendant qu'elle attend d'être présentable, elle existe sans être reconnue, exactement comme avant que la vulnérabilité soit devenue une valeur. Ce paradoxe ne se résout pas par une décision de ne pas performer sa vulnérabilité. La résolution n'est pas disponible à ce niveau-là. Parce que dès l'instant où tu décides de montrer ta faiblesse de façon moins travaillée, plus brute, tu te retrouves face à quelque chose d'irréductible. Tu ne contrôles pas comment elle est reçue. Et le risque de la faiblesse non formatée, c'est précisément ça. Elle peut ne pas être reçue du tout, ou mal reçue, ou reçue comme un problème à résoudre plutôt que comme un état à accompagner. La performance de vulnérabilité existait comme une réponse à un risque réel, pas seulement comme une imposture. Ce que ça signifie pour toi, c'est quelque chose d'inconfortable à tenir. Tu peux reconnaître le piège de la vulnérabilité performée. Tu peux voir clairement que même l'aveu de faiblesse est devenu un format à maîtriser, une nouvelle case dans la liste des compétences attendues. Et tenir cette reconnaissance ne t'en sort pas. Parce que l'alternative, une faiblesse non présentée, non mise en récit, simplement vécue dans l'opacité, a ses propres coups. L'isolement en est un. Le sentiment que ce que tu traverses n'a pas de langage, ne trouve pas de prise dans ce que les autres peuvent recevoir, ça aussi, ça pèse. Ce que la culture a fait avec la vulnérabilité,
c'est fabriquer une trappe. Soit tu la montres de la façon qui est attendue, et tu entres dans la logique de la performance que tu cherchais à quitter. Soit tu la gardes hors format, et tu restes dans une solitude que la valorisation théorique de la vulnérabilité ne réduit pas. Les deux chemins ont un coût. Ce n'est pas une question de choisir le bon chemin, c'est une question de savoir quel coût tu es en mesure de porter dans quel moment, sans croire qu'il existe un chemin sans coût quelque part, si tu faisais les choses comme il faut. Ce que ça laisse ouvert, c'est la question de ce que serait une faiblesse vécue en dehors de ce rapport à l'autre, en dehors de la question de savoir si elle est montrable, présentable, bien racontée ou non. Une faiblesse qui n'a pas encore besoin d'être socialement calibrée parce qu'elle n'a pas encore atteint ce niveau-là. Et cette question-là, ce qui précède la mise en récit, ce qui existe avant que la faiblesse cherche à se justifier, c'est peut-être là que quelque chose d'essentiel attend d'être regardé. Pas résolu, regardé. Recevoir du soutien sans avoir l'impression de perdre quelque chose, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire dans un état de faiblesse. Pas parce que le soutien manque, pas parce que les gens autour de toi refusent de l'offrir, mais parce que quelque chose en toi travaille contre la possibilité de le recevoir vraiment. Quand tu demandes de l'aide, deux choses peuvent se produire. La première, tu reçois ce soutien, tu traverses l'état difficile avec moins de résistance et quelque chose se dénoue. La deuxième, tu reçois exactement la même aide et tu passes le temps qui suit à t'en vouloir de l'avoir demandé, à minimiser ce qui t'a amené à la demander, à te convaincre que tu aurais pu t'en sortir seul. Le soutien reçu, mais intérieurement rendu illégitime. Ce qui est frappant, c'est que ces deux issues ne dépendent presque pas de la qualité de l'aide reçue. Elles dépendent de ce qui se passe intérieurement au moment de la demande. Et ce qui se passe intérieurement, c'est souvent une confusion entre deux choses que rien n'oblige à confondre, demander de l'aide et abdiquer. Abdiquer, au sens propre, c'est renoncer à quelque chose qu'on ne reprendra pas. C'est une forme de cession permanente. Demander de l'aide, c'est autre chose. C'est mobiliser une ressource extérieure pour traverser un état temporaire, sans transfert de responsabilité sur soi-même, sans abandon de ce qu'on est. Ces deux gestes sont structurellement différents. Et pourtant le sentiment intérieur, lui, ne fait souvent pas la différence. Il traite les deux comme s'ils étaient de même nature. Cette confusion n'est pas irrationnelle. Elle a une logique. Si depuis longtemps tu es quelqu'un qui gère, qui tient, qui ne demande pas, alors la demande d'aide est une rupture dans une image que tu as de toi-même. Et les ruptures dans une image de soi génèrent quelque chose qui ressemble à de la honte, même quand l'action en elle-même est parfaitement raisonnable. Ce n'est pas la demande qui est honteuse. C'est le fait qu'elle révèle un état que tu aurais préféré ne pas avoir ou que tu aurais préféré surmonter sans le rendre visible. Quelqu'un qui a tenu seul pendant des semaines, qui a géré une surcharge de travail, une fatigue accumulée, une situation personnelle lourde, et qui finit par dire à quelqu'un de confiance que ça ne va pas, éprouve souvent, dans les minutes qui suivent cet aveu, un mélange de soulagement et de quelque chose de bien moins confortable. Une sorte de retrait sur soi. Comme si le fait d'avoir dit avait rendu la chose plus réelle, ou comme si la demande avait coûté quelque chose qui ne se récupère pas facilement. Ce coup-là est réel. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une erreur de traitement. C'est la trace de ce qui a été appris sur ce que signifie avoir besoin. Et cette trace s'active précisément dans les moments où les ressources sont les plus basses, au moment exact où le soutien serait le plus utile.
Ce mécanisme a un effet pratique très concret. Il tente à réduire la qualité du soutien reçu parce que la personne qui le reçoit en est partiellement absente, occupée à gérer la honte d'en avoir besoin. La tension entre ces deux conséquences possibles, recevoir pleinement ou recevoir en se dévalorisant pour l'avoir reçu, ne se résout pas simplement par la décision de choisir la première. Si c'était une question de décision consciente, ce serait déjà réglé depuis longtemps pour la plupart des gens qui ont réfléchi à ce sujet. Ce que l'explication ne peut pas entièrement résoudre, c'est l'écart entre comprendre et ressentir. Tu peux comprendre parfaitement que demander de l'aide n'est pas abdiquer et ressentir quand même quelque chose qui y ressemble. C'est là que l'explication atteint sa limite. Savoir que la confusion est une confusion ne la dissout pas. La cartographier, nommer ses origines, identifier ses déclencheurs, tout ça éclaire quelque chose, mais n'éteint pas la réaction. Et ça place la question ailleurs que dans la seule compréhension intellectuelle. Ce que cette confusion coûte, au-delà de l'état de faiblesse lui-même, c'est une forme d'isolement dans le moment précis où l'isolement est le plus pesant. La faiblesse ordinaire, le creux, la fatigue, l'incapacité temporaire est traversable. Elle ne dure pas indéfiniment. Mais la faiblesse traversée dans la honte d'être faible, la faiblesse gérée en silence parce que la demande d'aide coûte trop cher intérieurement, cette faiblesse-là dure différemment. Elle s'étire, elle se complique. Elle génère une couche supplémentaire à traverser en plus de l'état lui-même. Et ce coût, cette énergie dépensée à gérer la honte de la demande plutôt qu'à traverser l'état, est presque jamais compté dans l'évaluation de ce que la faiblesse coûte. On calcule le temps d'arrêt, l'énergie perdue, la baisse de rendement. On ne calcule pas ce que coûte la résistance à recevoir du soutien au moment où on en aurait besoin. Ce coût-là est invisible, mais il s'accumule. Ce qui reste ouvert à la fin de ce raisonnement, c'est quelque chose qui dépasse la seule gestion intérieure. Parce que si la confusion entre demander de l'aide et abdiquer est en partie une réponse à quelque chose d'extérieur, à des contextes où la demande d'aide a effectivement eu un coût social, où la faiblesse avouée a effectivement changé la façon dont tu as été regardé, alors la résolution ne peut pas être purement intérieure. Il ne suffit pas de changer ce qu'on ressent dans le moment de la demande, si ce qu'on ressent est une réponse à quelque chose de réel. Et ça ouvre une question que la seule psychologie individuelle ne ferme pas. Des traditions de pensée que tout sépare. Le stoïcisme romain, les philosophies du repos dans certaines cultures d'Asie orientale, les réflexions médiévales sur l'ascédie, les pensées contemporaines sur le soin, arrivent à des formulations étonnamment proches sur un point précis. Pas sur la même conclusion générale, pas sur les mêmes valeurs, pas sur la même vision de ce qu'est une vie bien vécue. Mais sur ce point-là, singulier et résistant, la limite n'est pas ce qui s'oppose à la force. Elle en est la condition. Ce n'est pas une idée anodine. Elle contredit frontalement quelque chose que les sociétés de performance intègrent très tôt dans leur façon d'évaluer les individus. L'idée que la limite est un symptôme de insuffisance, un signe que tu n'as pas encore assez travaillé, pas encore assez grandi, pas encore assez optimisé ce que tu es. La limite comme défaut à corriger, comme étape transitoire vers une version de toi qui en aurait moins. Ce que ces traditions nomment différemment converge sur une structure commune. Le stoïcisme de Marc Aurèle ne valorise pas l'endurance sans fin. Il valorise la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Et cette distinction est elle-même une façon de nommer une limite. Reconnaître ce sur quoi tu n'as pas de prise, ce n'est pas une capitulation.
c'est une précision sur où placer ton énergie. Les penseurs taoïstes, eux, développent le concept de Wu Wei, une action qui ne force pas, qui s'inscrit dans ce qui est déjà en mouvement plutôt que contre lui. La limite y est non pas subie, mais habitée comme une forme d'intelligence. Et dans des contextes très différents, des penseurs qui travaillent sur le soin, la philosophie féministe du care par exemple, développée notamment par Carol Gilligan et Joan Tronto, montrent que reconnaître les besoins, les limites, la dépendance comme faits fondamentaux de l'existence humaine est une posture rigoureuse, pas une faiblesse de raisonnement. Le point d'intersection n'est pas une coïncidence. Il désigne quelque chose de structurel dans la nature humaine, quelque chose que des pensées indépendantes, dans des contextes radicalement distincts, ont buté contre et nommé chacune à leur façon. La limite n'est pas accidentelle, elle est inhérente. Et la reconnaître, loin d'affaiblir la capacité d'agir, la rend plus précise, mieux orientée, moins gaspillée en résistance à ce qui ne changera pas. Mais voilà où ça devient compliqué à tenir. Ce point d'intersection, cette affirmation convergente que la limite est condition de la force, ne se traduit pas en instruction pratique. Et c'est précisément là que le problème réel commence. Parce que savoir que Marc Aurèle distinguait ce qui dépend de soi de ce qui n'en dépend pas, ne te dit pas quoi faire le lundi matin quand tu es épuisé et que ta liste de tâches n'a pas diminué. Savoir que le Wu Wei valorise l'action non forcée ne résout pas la pression concrète de rendre quelque chose à temps alors que tu n'as plus rien à donner. La convergence des traditions sur ce point est réelle, intellectuellement solide, philosophiquement cohérente. Et elle reste suspendue à un niveau d'abstraction qui ne touche pas directement le moment où tu dois décider si tu poses ou non ce que tu portais. Ce qui reste non résolu dans la distance entre cette convergence théorique et la vie ordinaire, c'est quelque chose que les traditions elles-mêmes n'ont pas entièrement résolu. Le stoïcisme romain était pensé pour des hommes libres dans une société esclavagiste. Sa conception de la limite s'arrêtait là où commençaient les corps exploités sur lesquels le système reposait. Le Wu Wei présuppose une certaine position dans un ordre social où la non-action est disponible, où ralentir ne menace pas ta survie matérielle. La philosophie du care a mis en évidence que les personnes auxquelles on assignait le plus de soins des autres étaient précisément celles à qui on reconnaissait le moins le droit à leurs propres limites. Aucune de ces traditions n'a résolu l'écart entre la reconnaissance de la limite comme condition de la force et les conditions matérielles, sociales, relationnelles qui rendent cette reconnaissance plus ou moins accessible selon qui tu es et où tu te trouves. Elles l'ont nommé différemment. Elles ont fourni des outils. Mais l'écart lui-même est resté ouvert. Ce que ça produit dans le présent, c'est une situation étrange. La sagesse collective de traditions très différentes dit la même chose sur la limite. Et cette unanimité n'a pas empêché les cultures contemporaines de construire exactement l'inverse comme norme. L'injonction à la performance permanente n'est pas le fruit d'une ignorance de ces traditions. Elle coexiste avec elles. Les mêmes personnes lisent Marc Aurèle et culpabilisent de ne pas en faire assez. Les mêmes personnes s'intéressent au taoïsme et se jugent sur leur productivité hebdomadaire. Ce paradoxe-là n'est pas facile à tenir.
Il suggère que le problème n'est pas un manque de connaissance sur la valeur des limites. La connaissance est disponible, traduite, commentée, accessible. Ce qui manque, ce n'est pas l'information. C'est quelque chose que l'information seule ne peut pas fournir. Un espace intérieur et extérieur dans lequel la reconnaissance de la limite ne coûte pas quelque chose d'irremplaçable. Et c'est là que la convergence des traditions, aussi précieuse qu'elle soit, atteint sa propre limite. Elle dit quoi reconnaître? Elle dit pourquoi c'est juste. Elle ne dit pas comment rendre ce reconnaître viable dans un environnement qui le punit. Et cet écart-là, entre ce que les traditions ont su nommer et ce que le présent rend possible, reste entier. Il ne se referme pas par la lecture des bons textes, par l'adhésion intellectuelle aux bonnes idées. Ce qui le traverse, si quelque chose le traverse, se passe à un niveau que la seule pensée abstraite ne gouverne pas. Le mot « résilience » s'est imposé partout dans les années qui ont suivi les grandes crises collectives, économiques, sanitaires, personnelles. Il est apparu dans les discours institutionnels, dans les livres de développement personnel, dans les entretiens d'embauche. Et au fil de cette circulation massive, quelque chose s'est produit qui mérite qu'on s'y arrête. Le concept a changé de nature sans que personne ne l'annonce. À l'origine, la résilience désignait une capacité à traverser un choc sans se briser définitivement. Une résistance à l'effondrement. Quelque chose de sobre, de presque biologique dans sa formulation. Une propriété des matériaux avant d'être une qualité des personnes. Quand les psychologues l'ont repris, ils conservaient encore cette sobriété. La résilience comme fait, comme observation sur certaines trajectoires humaines après un traumatisme. Quelqu'un a traversé quelque chose de difficile et a continué à fonctionner. Ce constat avait sa valeur propre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est une transformation progressive en injonction. Revenir plus fort, plus vite, avec une forme de croissance visible tirée de l'épreuve. Le choc ne devait plus seulement être traversé, il devait être converti. En enseignement, en récit, en preuve de quelque chose sur toi. Et ce glissement-là, de la description à la prescription, a changé complètement ce que le mot fait aux personnes qui le reçoivent. Voilà l'écart entre la prétention large du concept et ce qu'il produit sur un cas précis. Un individu fragilisé, pas effondré, pas en crise permanente, mais dans un creux durable, avec des ressources basses, un élan réduit, une capacité d'action diminuée, entend le mot résilience et comprend immédiatement ceci. Tu dois revenir, vite, avec quelque chose à montrer. Et cette compréhension-là ajoute une couche. Sur la fatigue déjà là, sur la honte d'être faible, sur l'effort de simplement tenir, s'ajoute l'exigence de transformer cet état en trajectoire positive. De ne pas seulement traverser, mais de tirer profit. De ne pas seulement survivre, mais de progresser. C'est une pression supplémentaire posée exactement là où les ressources sont les plus minces. Quelqu'un qui sort d'un épuisement professionnel long, qui a mis des semaines à admettre qu'il ne pouvait plus fonctionner comme avant, qui a enfin ralenti, se retrouve rapidement dans un environnement qui lui demande de raconter ce que cette épreuve lui a appris, ce qu'il fera différemment, comment il est sorti grandi. La résilience comme format attendu. Et s'il n'a pas de réponse satisfaisante à cette attente, si ce qu'il ressent c'est surtout de la fatigue et pas encore de la sagesse, il peut avoir le sentiment d'avoir même raté sa propre faiblesse.
C'est là que le glissement devient systémique. Le concept de résilience, dans sa version prescriptive, ne se contente pas de décrire ce que certaines personnes ont vécu. Il établit un standard de comment traverser la faiblesse correctement. Et ce standard exclut ceux qui traversent simplement, sans conversion, sans récit de croissance, sans retour plus fort. Ceux qui traversent en étant abîmés, en mettant du temps, en ne sachant pas encore ce que ça leur a appris. La question qui émerge de cet écart est difficile à formuler sans inconfort. Si la résilience est devenue une norme de performance pour les états de faiblesse eux-mêmes, si même le creux doit être traversé de la bonne façon, au bon rythme, avec la bonne posture intérieure, alors on n'a fait que déplacer la ligne. L'injonction à être au top a été étendue jusqu'à l'intérieur de la faiblesse. Elle ne s'arrête plus à la porte du moment difficile. Elle y entre et elle s'y installe. Ce que ça produit concrètement, c'est une impossibilité supplémentaire. Être vraiment faible, sans mise en scène, sans récit de croissance, sans trajectoire résiliente, devient une façon d'échouer même dans sa faiblesse. Et cette impossibilité-là est particulièrement cruelle, parce qu'elle se déploie au moment où la personne n'a précisément plus les ressources pour construire une performance convaincante. La résilience prescriptive ne punit pas les forts. Elle punit les fragiles, qui n'ont pas la force de rebondir selon le format attendu. Et parce que le concept conserve son aura positive, parce qu'il continue à sonner comme une bienveillance, la pression qu'il exerce reste largement invisible. On ne perçoit pas l'injonction parce qu'elle arrive enveloppée dans un vocabulaire de soutien. Ce qui reste ouvert à partir de là, c'est une question sur la nature même des concepts que la culture mobilise pour parler de la faiblesse humaine. Si les mots qui prétendent reconnaître la faiblesse finissent par y ajouter des exigences de performance, à quel endroit, dans quel langage, avec quels mots, est-il possible de simplement nommer un état difficile sans que ce nommage devienne immédiatement un format à remplir? Cette question n'a pas de réponse simple. Et le fait qu'elle n'en ait pas en dit déjà beaucoup sur la profondeur du problème. Il y a une question qui revient, formulée de façon légèrement différente selon les personnes, selon les contextes, mais qui pointe toujours vers le même endroit. Est-ce que j'ai le droit d'être faible? Et la question elle-même est déjà étrange quand on la regarde de près. Parce que ce qu'elle demande, c'est une permission, une autorisation. Quelque chose que quelqu'un, quelque part, devrait te donner. Voilà la tension au cœur de ce droit-là. Personne d'autre ne peut te l'accorder. C'est une évidence qui semble libératrice au premier abord. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un valide ton droit à ne pas être au top. Tu peux te l'octroyer toi-même. Mais cette évidence se heurte presque immédiatement à quelque chose que l'évidence ne prend pas en compte. L'environnement social dans lequel tu vis ne reste pas neutre pendant que tu exerces ce droit. Il réagit, il enregistre, il évalue. Et cette réaction-là a des conséquences réelles sur ta vie concrète. Ce n'est donc pas une question de volonté intérieure mal orientée. La tension n'est pas simplement psychologique. Elle est structurelle. Tu peux décider intérieurement que tu as le droit d'être faible, que ton état en ce moment est légitime, que tu n'as pas à performer la solidité pour continuer à exister.
et en même temps, l'exercice réel de ce droit dans un environnement professionnel, dans une relation, dans une famille où certains codes ont été installés depuis longtemps, produit des frictions que la décision intérieure seule n'efface pas. Ce coup-là est souvent ce qui reste invisible dans les discours sur l'acceptation de soi. On parle du chemin intérieur comme si le monde extérieur était une toile de fond passable. Comme si une fois que tu avais compris quelque chose sur toi-même, la réalité sociale se mettait à coopérer. Elle ne le fait pas. Et ce décalage entre ce qu'on comprend en soi et ce que l'environnement permet d'actualiser produit une forme particulière d'épuisement. L'épuisement de tenir une vérité interne que le dehors ne reflète pas. Pense à ce que ça représente concrètement. Tu traverses une période de faiblesse. Pas un effondrement, pas une crise visible, un creux durable, une capacité réduite, une présence amoindrie. Et tu décides, avec tout ce que tu peux mobiliser comme clarté sur toi-même, que c'est légitime. Que tu n'as pas à le masquer, à compenser, à surperformer ailleurs pour équilibrer le manque. Cette décision existe, elle a du poids. Et puis, le lendemain matin, dans un contexte précis, avec des gens précis, avec les attentes précises que cet environnement a construites au fil du temps, cette décision rencontre quelque chose qu'elle ne gouverne pas entièrement. La façon dont les autres lisent ce que tu montres, la façon dont ton ralentissement est interprété, la façon dont l'espace que tu occupes se modifie quand tu ne joues plus le rôle attendu. L'insight ici n'est pas que la décision intérieure est sans valeur. Elle en a une, réelle, non négligeable. Mais elle ne se substitue pas à la condition extérieure. Elle coexiste avec elle. Et cette coexistence est parfois une tension vivable, parfois une friction épuisante, parfois quelque chose de presque insupportable, selon où tu es, avec qui, dans quel type de contexte. Le droit à la faiblesse n'est pas également accessible à toutes les positions sociales, dans tous les types de relations, dans tous les environnements professionnels. Il est distribué de façon très inégale. Et ça, la décision intérieure seule ne le change pas. Le coût humain de cette tension prend une forme précise. Ce n'est pas simplement la fatigue d'être faible, c'est la fatigue de gérer simultanément la faiblesse elle-même et le calcul permanent sur ce que l'exercice de ce droit va produire autour de toi. Combien ça va coûter de ne pas être au top cette semaine? Qui va le remarquer? Comment tu vas le formuler si on te pose la question? Si tu peux te permettre d'être honnête avec cette personne-là, dans ce contexte-là, ou si le coût de l'honnêteté dépasse ce que tu as la capacité d'absorber en ce moment. Ce calcul est épuisant. Et il est particulièrement cruel parce qu'il se déploie au moment où tu as précisément le moins de ressources disponibles pour l'effectuer. La faiblesse exige de toi une vigilance accrue sur la façon dont tu la gères socialement, au moment exact où ta capacité de gestion est réduite. C'est une inversion brutale. Tu as besoin de plus de calcul quand tu as moins de capacité à calculer. Et si tu n'effectues pas ce calcul, si tu laisses la faiblesse visible sans en gérer les conséquences, tu peux te retrouver à payer un prix que tu n'avais pas les ressources d'anticiper. Ce qui se dégage de là, ce n'est pas une résolution, c'est une clarification. Le droit à la faiblesse existe, mais il s'exerce dans un monde qui n'a pas été conçu pour le faciliter et qui n'est pas en train de se transformer à cette fin. La reconnaissance de ce droit reste donc partielle, toujours incomplète, toujours exposée à friction. Et cette friction ne disparaît pas parce qu'on l'a nommée. Elle continue d'être là, réelle, matérielle, relationnelle. Ce que nommer la tension permet, au mieux, c'est d'arrêter de te demander pourquoi tu n'arrives pas à simplement décider d'aller mieux.
La décision intérieure ne gouverne pas tout l'espace. Et l'espace, lui, ne se plie pas à la décision. Il y a quelque chose de presque mécanique dans la façon dont le seuil se déplace. Tu arrives quelque part, un moment de stabilité, une période où les choses fonctionnent à peu près, où tu n'es pas en crise, où tu peux respirer. Et à ce moment-là, au lieu que quelque chose dans ta tête dise « c'est suffisant, tu peux t'arrêter là », le standard monte d'un cran, discrètement, sans annonce. Ce qui était la ligne d'arrivée il y a 6 mois est devenu le point de départ aujourd'hui. Et la permission de te reposer, que tu pensais être juste après cette étape-là, s'est décalée avec elle. Ce n'est pas un hasard, ce mouvement-là. Il a une logique intérieure précise. La norme de performance permanente ne fixe pas un objectif stable, parce qu'un objectif stable pourrait être atteint. Et une fois atteint, il n'exercerait plus aucune pression. Ce qui entretient la mécanique, c'est justement l'impossibilité structurelle d'y arriver définitivement. Le seuil à partir duquel tu te sentirais enfin assez fort, assez stable, assez accompli pour avoir le droit de souffler. Ce seuil est conçu pour rester hors de portée. Pas par malveillance, par architecture. Et l'architecture tient d'autant mieux qu'elle est intériorisée. Ce n'est plus quelqu'un d'extérieur qui déplace la ligne. Tu la déplaces toi-même. Tu arrives à ce que tu visais, et quelque chose en toi, rapide, presque automatique, enregistre que ce n'est pas encore assez, que tu pourrais faire plus, que d'autres ont fait davantage dans le même temps, que cette stabilité-là est fragile, provisoire, et qu'il vaudrait mieux ne pas s'y installer trop confortablement parce qu'elle pourrait disparaître. Ce raisonnement-là semble prudent. Il ressemble à de la lucidité. Il se déguise facilement en sagesse. Mais ce qu'il produit concrètement, c'est une impossibilité perpétuelle de recevoir ce que tu as déjà construit comme suffisant. Un individu qui a passé des mois à tenir une charge lourde, des décisions compliquées, une disponibilité constante, un rythme qui ne laissait pas de marge, et qui enfin se retrouve dans une semaine plus légère, peut traverser cette semaine dans un état d'inquiétude diffuse. Pas de soulagement, pas de repos réel. Juste la sensation que cette accalmie-là signifie peut-être qu'il n'est pas assez actif, qu'il prend du retard, que quelque chose qu'il devrait faire est en train d'être négligé. La légèreté objective de la semaine est vécue comme une menace. C'est l'architecture du seuil mobile à l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme ne s'applique pas de la même façon à toutes les dimensions de la vie. Il y a des domaines où les gens savent naturellement qu'ils ont besoin de récupération. Le sport, par exemple. Un athlète qui s'entraîne dur comprend que le repos fait partie du protocole, que la surcharge sans récupération détruit plus qu'elle ne construit. Cette compréhension-là existe. Elle est même valorisée dans ce contexte. Mais elle ne se transfère pas spontanément à la vie ordinaire, au travail, aux relations, à l'état psychique général. Là, le repos reste suspect. Il faut le mériter. Il faut l'avoir mérité avant de s'autoriser à le prendre. Et la question de comment on le mérite ne reçoit jamais de réponse définitive. Voilà où le principe se brise. La logique du seuil mobile
fonctionne tant qu'on la teste sur des performances isolables, des objectifs mesurables, des tâches avec un début et une fin. Mais la vie n'est pas faite que de ces choses-là. Une grande partie de ce qu'on vit, maintenir des relations, traverser des périodes difficiles, rester présent à ce qui compte pour toi, n'est ni mesurable, ni objectivable. Et pourtant, le seuil mobile s'y applique quand même. Tu te demandes si tu as été assez présent, si tu as assez donné, si tu as assez progressé intérieurement. La mécanique déborde de son domaine d'origine et colonise des espaces où elle n'a aucun outil pour évaluer correctement quoi que ce soit. C'est là que quelque chose change dans la façon dont on peut regarder ce mécanisme. Comprendre que le seuil se déplace ne suffit pas à l'arrêter. Mais ça change ce qu'on fait avec le mouvement. Tant que tu crois que le seuil est objectif, qu'il reflète une réalité sur ce que tu dois être, sur ce qu'on est en droit d'exiger de toi, chaque fois que tu n'y arrives pas, tu conclus quelque chose sur toi, sur ta valeur, ta capacité, ta légitimité à être faible. Quand tu vois que le seuil se déplace par lui-même, indépendamment de ce que tu fais, la conclusion disponible change. Le mouvement du seuil dit quelque chose sur la mécanique, pas sur toi. Ce déplacement de regard, du seuil comme réalité objective vers le seuil comme construction intérieure en mouvement, est la seule sortie réelle de la logique de performance perpétuelle. Et c'est une sortie difficile, parce qu'elle ne procure aucune satisfaction immédiate. Elle ne te donne pas un seuil fixe à la place du seuil mobile. Elle ne te dit pas que tu as maintenant le droit de te reposer. Elle te montre simplement que la question « suis-je assez fort pour me reposer enfin ?» est une question mal posée. Le repos n'attend pas la force. Il ne se mérite pas par accumulation de performances. Et le fait que tu continues à le sentir comme quelque chose à mériter, ça, c'est la trace du mécanisme dans ta propre façon de penser, pas une information sur ce que tu vaux. Ce qui s'est construit au fil de toutes ces heures de pensée partagée ne ressemble pas à un système. Ça ressemble à quelque chose de plus difficile à tenir. Une série de reconnaissances que personne ne peut te forcer à faire et que personne d'autre ne peut faire à ta place. La performance permanente est une norme mobile. Elle n'a pas de sommet fixe parce qu'un sommet fixe pourrait être atteint. Le standard se déplace avec toi, toujours un cran au-dessus, toujours hors de portée définitive. Et ce mouvement-là n'est pas une information sur ce que tu vaux. C'est une information sur la structure elle-même. Le « je vais bien » automatique a appris à exister avant même que tu aies le temps de vérifier si c'est vrai. La confusion entre ne pas être au top et s'effondrer s'est installée si tôt et si profondément qu'elle a fini par dicter ce que tu as le droit de ressentir sans en avoir honte. Et la honte, elle, est souvent plus épuisante que l'état qu'elle couvre. Ce que l'enfance a appris à confondre, ta valeur et ce que tu produis, n'a pas disparu avec l'enfance. Il est dans la façon dont tu te regardes dans un moment creux, dans la façon dont tu évalues si ce moment-là justifie ou non que tu ralentisses, dans la résistance presque physique à recevoir du soutien sans immédiatement en mesurer le coût pour ton image de toi-même. La vulnérabilité est devenue un format. L'aveu de faiblesse a été récupéré, poli, rendu présentable. Et dans ce geste de récupération, quelque chose d'essentiel s'est perdu. La faiblesse réelle,
La faiblesse ordinaire, celle qui n'est pas mise en scène avec la bonne lumière et les bons mots, reste suspecte. Et pourtant, c'est elle qui est la plus honnête. C'est elle qui ne demande rien, qui ne performe rien, qui existe simplement parce qu'elle est là. Des traditions de pensée très différentes, séparées par des siècles et des géographies entières, ont dit quelque chose de convergent sur la limite. Qu'elle n'est pas l'opposé de la force, qu'elle en est la condition. Mais cette convergence ne s'est pas traduite en permission sociale réelle. Elle est restée dans les livres, dans les discours, dans les conversations de personnes qui n'ont pas à payer le coût de l'appliquer dans un contexte professionnel précis, dans une relation précise, avec les attentes précises de cet environnement-là. Ce que les traditions ont su nommer, le présent n'a pas encore su rendre praticable sans friction. Ce que la culture appelle résilience a glissé. Ce qui était une capacité à traverser est devenu une injonction à rebondir, plus vite, plus lisse, plus fort qu'avant. Et cette injonction-là s'est posée en dernier sur les personnes qui avaient déjà le moins de capacité à la porter. L'idée que la traversée d'une période difficile devrait te laisser améliorer est une pression supplémentaire déguisée en bienveillance. Elle ne te laisse pas traverser. Elle te demande de performer la traversée. Ce droit à la faiblesse dont on a parlé, il n'attend pas que quelqu'un te l'accorde. Mais l'exercer dans un monde qui n'a pas été conçu pour le faciliter produit des frictions réelles, matérielles, relationnelles. Ces frictions ne disparaissent pas parce qu'on les a comprises. Elles continuent d'être là. Ce que comprendre permet, c'est d'arrêter de chercher en toi la raison pour laquelle tu n'arrives pas à simplement décider d'aller mieux. La décision intérieure existe. Elle a du poids. Elle ne gouverne pas tout l'espace. Et puis il y a ce seuil qui se déplace. Ce moment où tu croyais avoir le droit de souffler et qui s'est décalé avec ton avancée. Ce seuil n'est pas objectif. Il ne reflète pas une réalité sur ce que tu dois être. Il se déplace par lui-même, selon une logique qui n'a rien à voir avec ce que tu as réellement accompli. Voir ce mouvement, vraiment le voir, pas juste l'entendre comme une information, change ce que tu peux conclure quand tu n'y arrives pas. Le mouvement dit quelque chose sur la mécanique, pas sur toi. Ce que tout ça dessine, une fois posé ensemble, c'est une question que tu peux garder avec toi. Si tu n'as pas besoin d'être au top tout le temps, et tu n'en as pas besoin, qu'est-ce que tu es autorisé à être ? La réponse n'est pas dans une liste, elle n'est pas dans une décision que tu prendrais une fois pour toutes. Elle est dans la façon dont tu te traites dans les moments où tu n'es ni en crise, ni au sommet. Dans l'espace ordinaire entre les deux. Dans ce que tu t'autorises à ressentir là, sans justification, sans performance, sans calcul sur ce que ça va coûter. Tu n'as pas à résoudre ça ce soir. L'inconfort que cette question laisse est réel, il est honnête. Et il y a quelque chose dans le fait de le tenir sans chercher immédiatement à le faire disparaître. Quelque chose qui ressemble peut-être à une forme de liberté que tu n'avais pas prévue. Bonne nuit.